Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez vas-y, consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, il y a du soleil dans le micro du podcast Allez vas-y. Je reçois Amélie Brideau, que je qualifierais de cultivatrice de bonheur. Elle aime s'habiller en jaune comme le soleil, elle sourit ou rigole facilement et elle donne de son temps pour les autres. Le tout en développant son activité. Bref, si c'est pas du bonheur, je n'y connais rien. Amélie a beaucoup changé de métier et d'entreprise et aujourd'hui, elle va vous expliquer comment elle a trouvé son équilibre dans le partage et dans l'accompagnement. Amélie est une entrepreneuse dynamique et quand je dis qu'elle est dans le partage, c'est qu'elle donne de son temps dans des actions bénévoles. Allez, on prend un blouson jaune, un grand sourire, une jambe qu'on pose sur le balcon et on se lance dans la culture du bonheur. Amélie, la rencontre que j'ai faite avec Amélie, elle est virtuelle, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, sur LinkedIn où j'ai découvert une personne sur une photo, sur un balcon parisien, qui levait la jambe, qui faisait des flexions, avec une tenue jaune pétante et j'ai dit « Waouh, ça me donne envie !» Donc j'ai cliqué, j'ai lu un petit peu et j'ai eu envie de recevoir Amélie. Bonjour Amélie. Et bonjour Frédéric. Alors, je ne vais pas révéler qui tu es tout de suite parce que je veux te laisser la parole et te laisser le faire. Mais ce qui nous a effectivement réunis et ce qui a fait que j'ai dit tiens, je vais te contacter, c'est que au-delà de tout ce que tu fais sur l'accompagnement des femmes, sur ton parcours que tu vas expliquer, c'est surtout que tu mets en lumière aussi les autres et donc ça rejoint un petit peu allez vas-y et puis tu le fais surtout au féminin donc moi ça me va très très bien et j'adore ça, l'idée de mettre en avant les femmes, les hommes qui agissent. Donc avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Bien sûr. Ouais, donc il va y avoir pas mal de girl power dans cet épisode. Je préviens. Qui je suis ? Je suis un mix de Madame Bonheur et de Madame Empouvoirment au féminin. Globalement, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour et je le partage autour de moi. De plein de manières différentes. Là, je le dis de manière marrante, mais dans les vraies fiches de poste conventionnelles, je suis coach, je suis facilitatrice, je suis formatrice en bonheur au travail, en psychologie positive. Et globalement, j'accompagne des salariés à trouver un job, soit qui les fasse kiffer, via notamment les bilans de compétences, ou à kiffer leur job grâce à ce que la psychologie positive nous apprend. Ok, donc ça c'est ce que tu fais aujourd'hui et comme tu l'as dit, effectivement, on aime bien en France mettre des petites étiquettes sur les gens pour savoir et comprendre, mais avant de devenir ce que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, qu'est-ce qui te caractérise un petit peu ? Donc, on a compris l'énergie. Et puis ensuite, nous parler un peu de ton parcours. Ouais. Alors, d'où je viens, disons de Bretagne. Je suis fille de marin, donc j'ai beaucoup déménagé et j'ai choisi que j'étais bretonne, du coup. J'adore. Parce qu'après tout, pourquoi pas ? Là où je suis née ne me représente pas. J'ai beaucoup déménagé. Donc, voilà, j'ai décidé que j'étais bretonne. Je repars vivre d'ailleurs en Bretagne d'ici quelques semaines. Donc ça, c'est chouette. J'ai 32 ans. Je suis mariée. J'ai commencé à travailler à 18 ans parce que j'ai fait toutes mes études en apprentissage. Et j'ai changé 4 fois de métier et 10 fois d'entreprise ces 14 dernières années. Et je suis à mon compte depuis 3 ans. C'était mon anniversaire. J'ai vu ça d'ailleurs, j'inviterai les gens à aller sur ton profil LinkedIn puisque cette vidéo des 3 ans donne la pêche, donne la patate et tout, la musique et compagnie, ça te représente très très bien. Ouais.
Et donc aujourd'hui, tu l'as dit, tu es plutôt dans l'idée de la recherche du bonheur au travail, dans le fait d'accompagner les gens. Moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce que tu as fait, on parlera de ton parcours quand même un petit peu, hein, de dire les métiers, les grandes tendances que tu as fait sans tout redétailler. Mais ce qui m'a plu, c'est effectivement ce que tu fais pour vraiment symboliser ce bonheur au travail. C'est-à-dire que des fois, on a des gens qui disent moi, je travaille sur le bonheur au travail, et puis ils accompagnent des gens et c'est tout. Toi, il y a vraiment tout un panel. On en parlera juste après, mais je voulais déjà mettre le doigt là-dessus, et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie de te faire venir sur le podcast. Mais parle-nous juste un tout petit peu de ces 4 métiers que tu as pu faire pour donner un petit peu ce côté... le changement, ça fait pas mal. Enfin, ou des fois, ça fait un peu mal, mais après tout, c'est ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Ouais, exactement. Alors moi, j'ai commencé ma carrière comme assistante de direction. J'ai fait ça pendant 4 ans. Après, je venais de signer mon premier CDI et 2 mois plus tard, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie d'évoluer. J'ai pas envie de faire assistante toute ma vie. Et du coup, j'ai repris mes études pour faire licence master en événementiel. Donc, j'ai bossé dans l'événementiel pendant 5 ans à peu près. J'ai enchaîné beaucoup de CDD parce que pas tant de CDI que ça dans ce milieu et encore moins après Covid. Et pendant mes périodes de chômage, j'ai été très active dans des associations et voilà, j'adore moi travailler, être utile, partager avec des gens et donc pendant mon chômage, je bossais gratos pour, euh, pour certaines personnes. Et c'est comme ça que je suis devenue chargée de com pour TEDx Vaugirard Road. Donc, j'ai co-organisé 2 années de suite un TEDx. J'en ai organisé d'autres après qui étaient des TEDx live, qui sont des formats un peu différents. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui maîtrisent moins, je vais prendre monsieur, madame, tout le monde qui sont moins dans, expliquer un peu ce que c'est un TEDx? Ouais, un TEDx, c'est une conférence inspirante d'une durée de 18 minutes maximum. Souvent, la moyenne, c'est 13-15 minutes. Ça nous vient tout droit des États-Unis. Donc, c'est les conférences TED qui sont très normées avec beaucoup de storytelling, des personnes qui sont au centre d'un tapis rouge, souvent un rond rouge avec les lettres TED derrière. Et TEDx, c'est la version associative de TED qui permet à des personnes lambda, justement, de créer à leur tour ces événements-là pour partager au maximum des idées qui méritent d'être partagées. C'est un peu la baseline de TED. C'est Ideas Worth Spreading, donc des idées qui méritent d'être partagées. Et en fait, tout le monde, dans tous les pays du monde, peut décider d'organiser sa version locale. Donc, il y a TEDx Paris, TEDx Vannes, TEDx Lorient, TEDx... Enfin, voilà, il y en a partout en France, partout dans le monde. Et donc, moi, j'ai organisé TEDx Vaugirard Road à Paris. Top. Et pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent de découvrir avec l'échange qu'on vient d'avoir, n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y a des conférences qui sont extraordinaires. Bon, certaines en anglais, donc il faut le sous-titrage, mais vous en avez d'autres aussi en français. Vous avez des gens hyper inspirants qui peuvent vous donner un peu de bonheur en écoutant leur conférence. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc tu as organisé ça pendant 2 ans d'affilée? Oui. D'accord. Exactement. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'étais aussi chargée de com pour Siwi, qui était une boîte qui accueillait des touristes à Paris, enfin une association. Donc, j'ai fait guide un peu, mes premiers pas en tant que guide dans Paris. Et je suis retournée dans l'événementiel après mon chômage. J'étais à la limite du burn-out. Ça s'est très, très mal passé. Et donc, c'est là où je me suis vraiment questionnée sur mon bonheur au travail à moi. Comment faire pour m'épanouir? Quel était le lien entre tous les métiers que j'avais pu faire avant? Et j'ai voulu devenir Chief Happiness Officer. Donc, je me suis formée avec la Fabrique Spinoza, qui a une formation qui s'appelle Devenez acteur du bonheur au travail. Et j'ai cherché... j'ai cherché à devenir CHO, comme on les appelle. Effectivement. Voilà, j'ai pas trouvé de job parce qu'il y en a très peu
en France, mine de rien. Et donc, à la place, j'ai fait Office and Happiness Manager. Donc, je revenais un peu à mes débuts dans l'assistanat avec la partie Happiness Management en plus. Et puis j'ai fait ce métier-là pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'ai eu une super opportunité et j'ai tout plaqué pour monter ma boîte. Ok, et donc cette opportunité, c'était pour créer ta boîte avec un projet particulier? Cette opportunité, c'était qu'en fait, pendant 3 ans, à partir du moment où je m'étais formée avec la Fabrique Spinoza, j'étais restée engagée auprès d'eux. Et donc, j'organisais des ateliers tous les mois à Paris sur le bonheur au travail, comment est-ce qu'on fait en tant que collaborateur pour se sentir mieux, comment est-ce qu'on fait en tant que RH pour impliquer les gens, et etc., etc. Donc, c'était quelque chose que je faisais gratuitement pendant 3 ans. Et puis, un jour, j'ai une amie qui m'a contactée en me disant je voudrais proposer un atelier bonheur au travail pour des cadres dirigeants de Total. Tu pourrais faire ça? Je sais pas, moi je connais plein de gens, c'est leur métier, moi c'est pas mon métier. Elle me dit non, non, mais tu peux faire un truc? Oui. Et je me suis retrouvée à faire cet atelier donc devant des cadres dirigeants de Total et ça a été une expérience incroyable. Je me suis rendu compte que je pouvais être rémunérée pour quelque chose que j'adorais faire. Donc 3 semaines plus tard, le soir même, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur parce que j'avais vraiment syndrome de l'imposteur. Je ne savais pas si j'étais légitime dans cette posture-là ou pas. Et en fait, ça s'est tellement bien passé que je crée mon statut le soir en rentrant, histoire que tout soit légal et aux normes. Et 3 semaines plus tard, je demandais une rupture conventionnelle. D'accord, ok. Oui, donc tu étais encore en poste sur Ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais juste mettre le doigt sur 2 éléments dont tu viens de parler. Le premier, c'est souvent, il y a une personne qui vous pousse la première fois. Et donc, entendez ce message, je le dis aux entrepreneurs et entrepreneuses en herbe qui nous écoutent et qui ne savent pas s'ils veulent y aller et autres. On a souvent cette personne-là qui nous dit « Vas-y, j'y crois » et on a tendance avec ce syndrome de l'imposteur à dire « Je ne suis pas encore prêt » ou « Est-ce que tu penses que je suis légitime ?» et le deuxième point, c'est effectivement être capable d'un moment donné de dire « Bon allez, je me jette ». Je pars de zéro. De toute façon, en ayant fait cet atelier, ce sera déjà un truc que j'aurais fait. Ce sera mieux que zéro. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de ce que tu viens de dire. C'est hyper intéressant et encore plus intéressant de le faire quand tu es encore en poste. Moi, je trouve ça top. Ouais, j'ai posé mon après-midi. Je vais faire du shopping, j'arrive. Exactement. Je suis allée à Chantilly et paf, j'ai fait mon atelier et c'est vraiment ce qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais être rémunérée pour ça, que ça fonctionnait, que les participants étaient contents. Si je reste dans l'image de la Chantilly, ça avait bien monté, quoi. Bravo, belle image. Et donc, ce premier atelier, tu arrives sur une rupture conventionnelle. Est-ce que c'est évident pour toi au sortir? C'est tout de suite, je demande ma rupture conventionnelle et je me lance et je me jette dans le vide? Ou est-ce qu'il y a quand même un temps de réflexion entre les deux? Parce que c'est souvent une question aussi des entrepreneurs, c'est de dire, OK, j'ai fait un premier truc, mais est-ce qu'il y aura de la récurrence? Il y a eu un micro-temps de réflexion. Parce que j'ai mis 3 semaines avant de demander l'ARC. Si ça a pris 3 semaines, c'est surtout pour le geste de dire faut que j'aille voir mon boss, les RH, pour dire que je veux m'en aller et c'est pas si évident que ça à faire. Pour le reste, j'ai pas tant réfléchi que ça. J'ai une nature assez spontanée et fonceuse. Et fonceuse, ouais, exactement. Et très, très optimiste, limite utopiste, ce qui m'a valu quelques petites déconvenues à mes débuts parce que je pensais que je me suis dit, c'est bon, j'ai un super réseau dans le milieu, je vais trouver plein d'ateliers à animer, donc des ateliers de psychologie positive. Et en fait, c'était pas du tout aussi simple que ça. Et quand je me suis retrouvée seule dans mon salon, je passais d'une boîte de 100 personnes à toute seule. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Par où je vais? Par quoi je commence? J'étais complètement paumée. Et heureusement que je me suis fait accompagner, quoi.
Ouais, et c'est important ce que tu dis, c'est que tu parles d'optimisme, et souvent quand on est optimiste, quand on a envie d'aller de l'avant, quand on a plein d'idées, en fait on en a presque trop en tant qu'entrepreneur, et donc comme tu le dis, c'est jamais trop, hein, mais il faut juste quelqu'un pour nous cadrer, ou en tout cas se mettre en place une vraie ligne de conduite, parce que sinon, là où tu as raison, c'est que quand on passe d'un grand groupe à tout seul, il y a des jours où enfin, c'est la solitude, quoi. C'est ça. On est d'accord. Donc, tu te retrouves, quand tu dis tu te fais accompagner, est-ce que justement tu te fais accompagner par une connaissance, tu investis dans un accompagnement, un coaching, comment ça se passe? Parce que ça peut être aussi une question de pas mal de gens qui peuvent nous écouter, qui veulent créer leur boîte. Ouais, je l'ai fait de plusieurs manières différentes. Je l'ai fait avec Make Sense, qui propose des parcours gratuits pour accompagner les entrepreneurs à créer leur offre, définir leur cible, etc. Et donc, ils ont des sprints, comprendre sa cible, et des sprints prototypage. Donc, c'est ce qui a vraiment permis de me cadrer. Après, j'ai investi dans du coaching et de la thérapie avec des personnes que je connaissais, parce que mine de rien, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça demande aussi de travailler sur son rapport à l'argent, sur son rapport à la légitimité, sur le fait de prendre sa place, qui sont des vrais sujets thérapeutiques. Et après, j'ai rejoint aussi une communauté d'entrepreneurs qui s'appelle Brains with Benefits, avec qui j'ai fait du co-développement pendant 1 an et demi. Et donc, on se retrouvait toutes les 2 semaines pour brainstormer sur les problématiques de 2 personnes du groupe. Donc ça permettait vraiment de se préparer à qu'est-ce qui pourra potentiellement m'arriver quand je serai à ce stade de développement. Ça permettait aussi de me dire, OK, là, j'ai cette même problématique en ce moment, donc je vais choper des infos aussi. Et avec Brains, j'ai été participante et animatrice de co-développement, parce que il y a aussi des opportunités business qui se sont créées dans le groupe, quoi. Ok. Ok, donc ce que tu illustres aussi, c'est le côté quand on est entrepreneur et qu'on est seul, puisque c'est une des caractéristiques de l'entrepreneur, hein, même quand il gère un grand groupe, il est quand même seul, parce que c'est lui qui décide et qui va se débrouiller s'il se passe quelque chose, mais c'est enfin voilà, d'être dans le groupe, de trouver des groupes, et des groupes qui justement aident les uns les autres à se co-développer et à faire monter la mayonnaise, ou à faire monter la chantilly, si on reste dans la logique. C'est ça. L'entraide, c'est la base dans l'entrepreneuriat. Ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Et donc, une fois que tu commences à avancer, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce que tu as fait autour de ton entreprise, parce que quand je vois que tu as les cercles de femmes, et tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, travailler avec des collégiens et des lycéens, moi, ça m'intéresse énormément, parce que je crois beaucoup au fait que c'est dans les jeunes générations qu'on va faire changer un peu les mentalités, changer les choses. Tu accompagnes des jeunes femmes, et en plus tu as un compte Instagram où elles l'ont fait. Tu mets en avant des personnalités de femmes extraordinaires, tu les mets en lumière. Donc moi, tout ça, ça m'intéresse beaucoup, en plus de ton parcours professionnel. Donc explique-nous un petit peu comment t'en es venu à ces différentes thématiques. Le hasard et les rencontres. Euh, voilà. Le compte Instagram, elles l'ont fait. Ça a été un des premiers actes que j'ai posé. Je crois que c'était pour mon anniversaire, le jour de mes 30 ans. Je me suis dit, OK, donc là, je suis lancée depuis peut-être 6 mois dans cette aventure. Et, euh, et en fait, moi, je ne connaissais aucune femme entrepreneur à ce moment-là. Et j'avais besoin de modèles, j'avais besoin de savoir que c'était possible, de pouvoir m'identifier à certains parcours de vie. Et je me suis dit, OK, si les modèles ne viennent pas à moi, je vais aller chercher mes propres rôles modèles, et je vais les partager. Parce que je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Et du coup, tous les jours, je cherchais des portraits de femmes inspirantes, et je les publiais sur ce compte-là, qui m'a permis de rencontrer énormément de monde, d'assauts féministes,
avec qui notamment je me suis engagée par la suite pour faire des sensibilisations à l'égalité femmes-hommes dans les collèges et lycées. Donc ça a été les premières interventions en collège, qui étaient d'ailleurs plutôt des REP aussi. À la suite de ça, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Lucie Codias et qui organisait des cercles de femmes en visio pendant le confinement. Et j'ai participé à un des cercles en me disant que j'avais envie de découvrir ce que c'était. Et ça a été la première fois où j'ai expérimenté ce mot de sororité. Et j'ai trouvé ça incroyable. Alors, il va falloir que tu expliques, parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui vont bugger à ce moment-là sur sororité. Alors, la sororité, c'est le féminin de la fraternité. Donc, ça fait partie des valeurs nationales, hein, égalité, liberté, égalité, fraternité. La sororité, c'est globalement comment est-ce qu'on vit ensemble entre femmes. Et il y a énormément d'injonctions qui nous sont données depuis toute petite, notamment d'injonctions à la compétition, de être meilleure que machin, plus belle, plus gentille, plus ceci, plus cela, qui est assez, je trouve, assez répandu, assez développé en général. Et donc, j'avais besoin de sortir de ce rapport aux femmes qui était toujours dans la méfiance, dans la défiance, dans un rapport qui n'était pas sain au final. Donc, c'est pour ça que je dis que ça m'a permis d'expérimenter la sororité, parce que quand je suis dans un cercle, chaque femme est acceptée telle qu'elle est, avec bienveillance et non-jugement. Et ça, c'est hyper important parce que chacune a sa place et chacune a une place, chacune a la même place, en fait. Parce que donc, un cercle de femmes, c'est un temps d'échange, c'est un cercle de parole et d'écoute, en fait, où chaque femme aura le même temps pour partager quelque chose qui lui tient à cœur. Partager quelque chose en lien avec son travail, en lien avec sa vie, ses enfants, en lien avec le rapport à son corps, en lien avec le rapport à la nourriture. Tout et n'importe quoi qui est important, le rapport aux parents, à la famille, peut être déposé en cercle de femmes. Il y a des cercles avec thématique, d'autres sans thématique. Donc, les tentes rouges sont sans thématique particulière. Et il peut y avoir des cercles. Notamment, j'ai une amie là qui lance un cercle sur l'inceste. Donc, hyper important de pouvoir déposer sa parole sur ces sujets-là et de savoir qu'on n'est pas seul, en fait. Et ça change tout. Donc, il y a des cercles sur les fausses couches, des cercles sur l'inceste notamment, qui sont des moments dramatiques dans la vie. Des cercles sur... tiens, j'en ai vu un qui est passé cette semaine sur la perte de proches liés au suicide. Donc, attention, là, c'est des thématiques que je trouve incroyables, en fait, à aborder. Il y a des sujets beaucoup plus légers que ça. Je rassure quand même. C'est vrai que là, on est parti dans du high level, mais là où tu as raison, c'est que c'est hyper important. Enfin, tu as parlé de thématiques qui, moi, au niveau des oreilles, ça me parle énormément. Enfin, voilà, il y a des choses sur lesquelles il y a des tabous, il y a du non-dit. Ça s'ouvre tout doucement, mais ça s'ouvre vraiment tout doucement, pas encore suffisamment vite, parce que ça fait du mal à beaucoup de gens. Et du coup, pour moi, c'est hyper important d'avoir des espaces où en parler. Et du coup, pour moi, ça crée vraiment ce sujet de OK, on a toutes le même temps de parole. Chaque temps de parole est accepté, est écouté. Il y a vraiment cette notion d'écoute absolue qui est là, et pas de conseil. C'est un des rares endroits où on peut déposer quelque chose d'important pour nous. Par exemple, en ce moment, c'est compliqué pour moi sur tel sujet, ou au contraire, en ce moment, je suis hyper contente parce qu'il se passe des trucs de ouf dans ma vie et soit j'en profite et je célèbre, soit j'ai hyper peur de me prendre un revers bientôt parce que c'est limite trop beau pour être vrai. Et en fait, c'est un moment qu'on peut déposer sans avoir de personnes qui disent « Ah, moi, tu sais, ça m'est arrivé aussi, ou c'est arrivé à ma mère, et du coup, bah, elle a fait ça. » Non, en fait, on s'en fout dans les cercles de femmes. Et c'est vraiment ce que je prône dans tous les ateliers que je peux faire. Et c'est même la base des coachings, mais c'est les solutions sont en nous.
Et donc, quand je viens me connecter à ce qui est important pour moi, au fond de moi, pendant juste 5 minutes, et que j'ai du silence en face, et j'ai simplement des regards bienveillants, bah, je peux me connecter aux différentes solutions et je peux trouver des choses qui sont bonnes pour moi. Et c'est ça toute la force, en fait, des cercles de femmes, et c'est ça qui permet de s'empouvoirer, d'avoir cet élan de sororité avec d'autres femmes en disant, mais en fait, c'est possible, elle a dépassé ce truc-là. Ça veut dire que moi aussi, je pourrais le faire à un moment donné si j'y suis confrontée, et ça fait vachement de bien, quoi. Tu as totalement raison. L'écoute active, on en a très peu dans nos vies. On est beaucoup dans l'écoute pour répondre. Donc en fait, on écoute pour se dire comment je peux me mettre en lumière, entre guillemets, hein, parce que on l'oublie, mais même donner un conseil à quelqu'un, parfois, c'est en fait se mettre en lumière soi, c'est oublier qu'on a chacun nos lunettes pour voir la vie. Enfin bref, c'est plein d'éléments. Donc je trouve ça génial, et c'est un des éléments qui a fait que je me suis dit, faut qu'on en parle, quoi, parce que personnellement, j'avais déjà entendu parler de plein de types de cercles et tout, mais cercle des femmes, j'avoue, hein, alors peut-être parce que c'est pas j'avais pas fait de recherche ou autre là-dessus, mais j'avais jamais entendu, et à ce point-là et sur des sujets aussi marquants. Donc merci de l'avoir partagé. Et donc là, si tu me dis si je me trompe, mais comme tu déménages, tu avais un cercle de femmes sur Paris où tu avais tes habitudes. Est-ce que ces cercles de femmes, on peut en retrouver à différents endroits si comme toi, on est amené à déménager, ou on peut en créer même? Oui. Alors, il y a beaucoup de cercles qui se font en visio déjà, et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, il y a de nombreux cercles en présentiel, notamment dans des différents types de festivals plutôt féministes. Souvent, il va y avoir des endroits avec des cercles de parole, sachant que les cercles, il y a des cercles d'hommes, il y a des cercles de femmes, il y a des cercles pour les ados, il y a des cercles mixtes également. Donc, il y a toute cette typologie-là de cercles, donc je disais avec ou sans thématique. Et il y en a partout en France. Moi, je vous recommande de suivre Lucie Codia sur sur Instagram, pardon, parce qu'elle partage en fait les cercles qui sont créés en France. Et voilà, elle a un petit peu l'annuaire tous les mois, on peut retrouver tous les cercles, et elle forme des gardiennes de cercle pour toutes les personnes qui sentent aussi cet appel à faciliter ce type d'espace. Ok, donc on reprendra et tu me donneras en off, et je le mettrai dans les notes du podcast, le moyen d'aller sur son compte Insta et de trouver les endroits où je peux trouver un cercle pas loin de chez moi, ou même en visio, hein, comme tu le disais, parce qu'au fond, je peux être à l'autre bout de la planète et participer à un cercle sur Paris ou autre, peu importe, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin, on l'a enlevé un petit peu cette habitude d'être à 100% tout le temps en présentiel pour se faire du bien. On peut aussi le faire à distance. L'autre point, moi, qui m'avait beaucoup intéressé, c'est le côté nouvelle génération et l'intervention auprès de collégiens et de lycéens, collégiennes et lycéennes aussi, hein, bien sûr, sur l'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et dans quel cas tu le fais et comment tu agis auprès de cette jeune génération qui est si importante pour l'avenir? Ouais, alors ça, c'est une super asso qui s'appelle Empower, EMPOW, accent, enfin un petit, je sais plus comment s'appelle ce truc. C'est pas grave. Apostrophe. L'apostrophe, j'étais en train de chercher en même temps que toi. Tu en as eu un bug similaire, miroir. Donc EMPOWH apostrophe ER. Ah, ouais, apostrophe HER, exactement. Et donc cette asso, elle est en partenariat avec différents collèges et lycées, plutôt en Île-de-France aujourd'hui, et propose de former des facilitateurs et facilitatrices à l'égalité femmes-hommes pour intervenir dans les collèges et lycées de manière bénévole. Et donc, on commence à sensibiliser à partir de la sixième, cinquième, jusqu'à la seconde, à peu près. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton retour de l'intérieur, puisque moi, j'ai 2 collégiens, donc quand je leur parle de trucs, c'est vite, comme ces 2 garçons, vite un peu gênés sur certains sujets. Est-ce que tu peux nous faire tes retours de l'intérieur, nous dire un peu comment
on aborde le sujet déjà et quels sont les retours que tu as, comment ils se comportent quand tu abordes ce genre de sujet? Ouais. Alors, le sujet, il s'aborde de manière ludique et fun le plus possible, avec beaucoup, beaucoup d'échanges avec les élèves. Et on les fait travailler d'abord avec, par exemple, un quiz en demandant, OK, à quelle date est-ce que les femmes ont pu ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari? À quel moment est-ce que les femmes ont eu le droit de vote, etc., etc. Et en fait, on leur permet de réaliser que certaines avancées, elles sont hyper récentes et que donc il y a encore énormément, énormément de choses à faire sur le sujet. Donc, pareil, ils en parlent pour dire, mais toi, ça te semble normal que y ait beaucoup plus d'étudiants masculins qui fassent des études scientifiques versus des élèves féminines. On parle aussi de toute cette notion des stéréotypes de genre. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? C'est quoi la différence? C'est quoi le genre? C'est quoi pour leur ouvrir en fait au maximum leur esprit? Est-ce que c'est OK un homme qui se maquille, et pourquoi est-ce qu'un homme peut avoir des cheveux longs et une femme des cheveux courts, et des choses hyper basiques comme ça, mais qui sont hyper importantes et qui permettent vraiment de créer un échange sur ces sujets-là. Et il y a des élèves qui sont hyper au taquet euh, et parfois à qui on n'apprend pas grand-chose, honnêtement. Tant Et mieux. puis, Tant mieux, on va se dire. et donc, tant mieux, c'est clair. Et d'autres endroits où comment dire, l'influence culturelle est si forte que, que l'ouverture parfois va être plus limitée sur ces sujets-là. Et donc, c'est d'autant plus important qu'on intervienne, quoi. Et dans les interventions, est-ce que il y a aussi une forme de débat, des échanges entre eux, des ouvertures d'esprit ou à l'inverse des positions très fermées sur lesquelles toi tu dois intervenir? Alors, parfois, il y a des positions qui sont effectivement très fermées, mais la plupart du temps, on est vraiment en mode débat, ce qui permet vraiment aux élèves d'échanger entre eux et, et de se faire leur propre avis. On n'est pas là pour leur dire il faut penser comme ça, parce que Ça marche pas trop ça ne marche pas. non, déjà avec les générations d'avant, ça marchait pas, celle-là Non, mais encore c'est moins. ça. C'est ça, donc c'est vraiment créer le débat et dire ah bon, mais toi, du coup, tu trouves ça normal que ce soit que ta maman qui s'occupe de faire à manger et de faire le ménage ah bah oui, c'est clair, mais du coup, ça veut dire que quand tu seras, si tu te maries un jour, ce sera pareil. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, il y en a certains qui sont hyper convaincus de leur truc et qui veulent garder ce modèle-là parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, qui les rassure et clairement qui leur convient bien. Enfin, moi, on me demande, tu veux faire à manger tous les jours, j'ai 13 ans, je te réponds non. Si j'ai quelqu'un pour me le faire, allons-y. Mais voilà, on est vraiment dans cette compréhension en essayant d'avoir le moins de jugement possible, juste pour dire, OK, qu'est-ce que tu en penses? Et si tu voyais les choses différemment, qu'est-ce que ça donnerait? Non, c'est moins bien pour toi? OK. Enfin voilà, on n'est vraiment pas là pour faire du militantisme politique, à dire, à avoir cette injonction au féminisme, quoi, si je puis dire. Créer le débat, alors pour certains, ils sont mal à l'aise avec ça, mais créer le débat, en fait, c'est permettre aux gens de penser et être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, c'est déjà bien. Enfin voilà, c'est déjà se dire qu'on fait avancer les choses. On a déjà discuté. Voilà, créer le débat ne veut pas dire j'influence. Voilà. Exactement. Et dans tout ça, si tu devais nous parler d'un bon moment que tu as vécu dans cette expérience, et puis on rebasculera aussi sur une belle expérience que tu aurais vécue dans le Cercle des Femmes, mais pour nous donner un peu une mise en lumière, un truc qui t'a marqué dans cette expérience-là. C'est un bon moment qui est un peu particulier. Ça a été ma toute première intervention dans un collège. C'était une troisième technique, donc c'était vraiment un peu la troisième de la dernière chance avant que les étudiants se retrouvent en école
militaire ou autre complètement différent, mais pour rester dans un cursus général, on va dire. Euh, et, euh, et j'avais un étudiant qui était hyper fermé sur, sur ce qu'on partageait. Et pour moi, une des choses qui était, qui est le plus importante à partager lors des sensibilisations, c'est vraiment, OK, vous êtes témoin d'une agression, comment est-ce que vous pouvez réagir? Parce que je trouve ça hyper important et les étudiants, ils y sont forcément confrontés au moins une fois, que ce soit témoin de harcèlement, témoin d'agression, que ce soit verbal, physique, sexuel. Comment est-ce que vous pouvez réagir? Et un des étudiants qui était donc plutôt très provocateur euh, répond non mais moi j'aide personne, personne ne m'aide. Donc pourquoi est-ce que j'irais aider quelqu'un? Ce sur quoi j'enchaîne sur bah ok par exemple si tu vois ta sœur qui est en train de se faire embêter, comment tu réagis? Ce à quoi cet élève répond non mais ma sœur je la fais passer en tournante. J'étais oh mon Dieu, première intervention, j'étais pas bien, je me suis dit ok comment je réagis? Et en fait c'est les élèves en face qui lui disaient mais attends tu peux pas dire ça, c'est pas possible, etc. Et qui l'ont remis en fait j'allais dire à sa place finalement, parce que moi j'étais complètement désemparée, c'était la toute première fois que je faisais une intervention. Le gamin me répond ça, j'étais mais enfin Ça n'a pas de sens mon intervention, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, tu m'étonnes. Et Oh. ça avait été hyper compliqué et en même temps de voir que il y avait d'autres élèves pour prendre la relève, bah, j'avais trouvé ça hyper cool en fait. Ouais. Ça t'a rassuré aussi sur la vision, c'était une exception, on va dire, plus qu'une règle, en fait, entre guillemets. Et sur les cercles de femmes, justement, est-ce que tu pourrais nous partager un moment que tu as vécu où tu t'es dit « Waouh, ça a une vraie utilité » pour peut-être aussi faire dire à des personnes qui n'oseraient pas, qui n'ont pas envie, qui ne s'intéressent pas ou qui se disent « Oh, de l'écoute, j'en ai chez moi » pour vraiment découvrir à quel point l'écoute active, c'est différent de l'écoute. Alors, je pourrais partager que quelque chose que j'ai vécu, parce que ce qui se passe en cercle de femmes reste en cercle de femmes. C'est vraiment des espaces confidentiels, c'est ce qui permet de se livrer, tout simplement, devant des inconnus ou des plus ou moins connus. Et je dirais que c'est toujours cet effet libérateur quand je termine un cercle de femmes, de repartir avec toute cette énergie, ce soutien. Et ouais, je trouve que ça change vraiment la donne. Et il y a une méditation avant, il y a une méditation après, avec un partage de deux mots qui sont un peu la météo d'humeur de comment je me sens. Et en fait, voir ces mots se transformer entre le début et la fin, avec bon bah moi je suis fatiguée et je suis angoissée aujourd'hui, qui vont se transformer en je suis apaisée et j'ai de la gratitude. C'est trop génial, quoi. Bah oui, et alors je rappelle, dis-moi si je me trompe, mais tu as participé à des cercles de femmes en n'étant pas facilitatrice et ensuite tu es devenue facilitatrice. Donc tu as connu les deux côtés de la barrière, si on peut dire. Oui, et je continue toujours, moi, à participer à des cercles de femmes. Aujourd'hui, là, je fais une petite pause le temps du déménagement. Mais pour moi, c'est important. J'essaye d'aller à un cercle par mois, à peu près. Et qui dure en moyenne combien de temps pour ceux qui pourraient se dire, mon Dieu, j'ai déjà pas de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire? Ouais, c'est 2 heures, souvent en soirée, donc du 20h, 22h, souvent c'est sur ces créneaux-là. Et ça peut être un petit peu plus long en présentiel, parce que va y avoir du tirage d'oracle, qu'il va y avoir plus d'échanges à la fin du cercle, versus le Zoom où on va quitter en musique et chacune se déconnecte quand elle le souhaite. Mais en présentiel, on peut toujours rester papoter un petit peu plus longtemps. Ok, donc au lieu de regarder une série sur TF1, Netflix ou machin, on peut se dire que ça fait beaucoup plus de bien ce genre de cercle qu'une soirée canapé Netflix et machin. J'ai rien contre les soirées ciné, séries et compagnie, mais effectivement, des fois investir du temps dans des choses qui nous font vraiment du bien,
ça vaut le coup, quoi. C'est un peu comme quand on investit son argent dans les bonnes choses ou les mauvaises choses. Et le dernier point que j'aimerais partager avec toi, c'est que j'ai vu aussi que tu faisais du mentorat pour des jeunes femmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est une activité professionnelle que tu proposes? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi dans un cadre associatif ou alors c'est une prestation que tu fais à moitié prix, entre guillemets, pour aider aussi? Parce qu'on sait que dans ces métiers-là, on fait ce genre de choses aussi. Non, le mentorat, je le fais de manière bénévole. Dans des associations. Et donc, par exemple, l'asso The Wonders, qui accompagne des jeunes entrepreneurs qui sont plutôt encore en école de commerce. Et donc là, on m'avait proposé de mentorer une toute jeune entrepreneur. Et donc, je l'ai mentorée pendant 6 mois à l'accompagner dans tous ces questionnements, l'amener à se poser les bonnes questions, ouais. Parce qu'il y en a beaucoup quand on est entrepreneur, donc quel choix faire à quel moment. Voilà, et puis y a plein d'autres associations aussi avec lesquelles ça s'est plus ou moins fait ou débloqué, mais il y a l'association Level Up qui accompagne des jeunes filles issues de banlieue, mais encore une fois, avec les confinements et tout ça, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire, mais j'avais commencé à m'engager avec Level Up. J'ai l'association Les Impactrices qui accompagne des femmes plutôt entrepreneurs et qui veulent avoir un impact social ou sociétal sur le monde. Donc, pareil, là, on propose des ateliers et des coachings en individuel aux membres de l'asso. J'ai l'impression que j'en oublie encore d'autres, mais voilà, disons que je vais un petit peu où le vent me mène, que oui, tout ce qui est engagement associatif, c'est quelque chose de très important pour moi et qui fait partie intégrante de mon activité. J'ai vraiment du temps dédié à ça. C'est génial parce que tu coches 2 cases dans Allez Vas-y, hein, sur le côté bénévole et le côté entrepreneur. Donc moi, ça me replie énormément. Et comme tu donnes beaucoup aux gens, ce podcast, c'est aussi l'occasion. Est-ce que tu as en tant qu'entrepreneur ou en tant que bénévole ou autre, ou par rapport à ton déménagement en Bretagne, est-ce que tu as des besoins, des demandes qu'on pourrait relayer dans le podcast qui pourraient être entendues et dire bah tiens, moi aussi je peux faire un retour à Amélie, moi aussi j'ai des besoins, des demandes, machin, et Amélie peut y répondre. Donc vas-y, c'est antenne ouverte, comme dirait l'autre. Trop chouette. Je dirais que ma demande, c'est donc je vais arriver à Brest début juin. Et j'ai une folle envie de rencontrer énormément de monde. J'ai envie de rencontrer des entrepreneurs, j'ai envie de rencontrer des personnes qui bossent dans le bien-être, dans tout ce qui est holistique, dans le coaching, dans la psychologie positive, dans plein de domaines différents parce que, mine de rien, j'ai tout un réseau à créer dans ce nouvel endroit. Et j'ai hâte voilà, de toutes les rencontres que je pourrais faire. Et donc, s'il y a des personnes qui sont sur Brest ou dans les environs et qui auraient envie de prendre un café cet été... ou de manger une crêpe ou des bonnes fraises, ou enfin voilà, tout ce que vous avez envie. Mais donc je relaye et on relayera le message, hein, ton message, Amélie, c'est vous êtes une femme, vous êtes un homme et que vous êtes dans la réponse, n'hésitez pas, vous la contactez directement sur LinkedIn ou vous passez par moi, peu importe, mais en tout cas, si vous voulez un gros rayon de soleil en Bretagne. Bon, il fait déjà toujours beau en Bretagne, donc ça sera un rayon de soleil supplémentaire. Mais voilà, l'idée, c'est de te permettre aussi à toi d'avoir un peu de retour. Et puis, voyant tout ce que tu as déjà mené, je ne serais pas étonné que tu aides à avancer ou que tu t'insères dans des associations ou que tu crées un cercle de femmes là-bas. Donc voilà, je pense que tu vas en plus donner aussi à la Bretagne. Donc s'il y en a qui veulent... prendre contact avec toi, qui n'hésitent pas, s'ils ont écouté le podcast, prenez contact directement avec Amélie. Écoute Amélie, avant de terminer, je voudrais juste savoir si il y a une projection et c'est quoi l'avenir pour toi, vu que tu viens de fêter les 3 ans de ta boîte. C'est quoi la projection? Il y a le déménagement, on l'a capté, donc un changement de région, mais est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler? Ouais, donc avec les 3 ans de Comiso, j'ai tout un recentrage et un réalignement de mon activité à faire pour passer de
faire tout ce qui me fait plaisir sur le papier et que je prenais comme mission à qu'est-ce que je vais faire qui fait sens avec la mission de Comiso et dont je veux qu'on se souvienne dans 5 ans. Donc pour moi, les projets, c'est vraiment ça, c'est ce réalignement, le fait de trouver des nouvelles missions en Bretagne en lien avec le bonheur au travail et l'empowerment féminin. Et quand même, la semaine de la qualité de vie au travail qui arrive le 24 juin et qui va être bien chargée pour moi. Voilà, en gros, sur la suite, c'est à construire. Ok, écoute, on suivra justement tes aventures et pourquoi pas revenir sur le podcast dans quelques temps pour nous parler de ta nouvelle vie en Bretagne et autres. Moi, je suis assez fan du fait de suivre un peu les gens et de savoir un peu où ils en sont. Et la curiosité humaine et un peu française aussi, fera que les gens auront envie de dire alors, qu'est-ce qu'elle est devenue Amélie ? Voilà, donc ça sera l'occasion pour toi de revenir faire un petit coucou. En tout cas, je te remercie d'avoir donné un peu un rayon de soleil dans ce podcast, puisque les gens qui iront sur ton LinkedIn verront ce rayon de soleil, ils l'ont entendu par ta voix, par ton énergie, et donc je te remercie. C'était vraiment l'idée pour moi de mettre en avant et tes actions positives, mais aussi ton entreprise et ces choses faites. Donc, moi, je suis satisfait. J'espère que c'est le cas pour toi. Et carrément, c'était un super plaisir de passer ce moment-là avec toi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi et puis je te dis à très bientôt. Carrément, avec grand plaisir. À tout bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Amélie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast ? Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien.